Bien, merci avant tout à vous, merci à Philippe, merci au Conseil de développement d'ouvrir ce cycle. Je suis très honoré, peut-être un peu intimidé de commencer par la lecture et par cette première audition. Je suis très heureux de parler avec vous de lecture, vous l'avez dit à l'instant. N'hésitez pas à m'interrompre, il faut qu'on puisse avoir un débat. Je n'ai pas préparé un exposé très construit, donc n'hésitez pas à vous signaler, à rebondir, Philippe, à rebondir avec des questions si on estime que c'est nécessaire. Je suis heureux de parler de lecture. Peut-être je vais commencer par dire que parler de lecture, c'est toujours parler d'une forme d'intimité, parce que on peut considérer que le livre est avec le chien le meilleur ami de l'homme, comme disait Marx. Groucho, vous l'aurez compris, mais on touche à l'intime aussi sur plusieurs aspects. D'une part, parler de lecture, parler de ce que des auteurs ont laissé comme impression sur une ville, c'est parler de son inconscient, c'est parler de son imaginaire, peut-être plus encore dans la ville qui est la nôtre, qui a vu passer des surréalistes, qui a vu écrire Breton, parler de Nantes, qui a vu passer un certain nombre de personnages illustres au lycée Clémenceau. Je pense à Jules Vallès, qui a vu évidemment naître et inspirer beaucoup une personne comme Jules Verne. Donc je crois qu'on a besoin de s'arrêter un instant pour imaginer ce qu'est cet imaginaire et ce qu'il relève de l'intime et de l'inconscient d'une ville. Intimité aussi, parce que une médiathèque, une bibliothèque, c'est souvent le premier lieu culturel qui est fréquenté par une personne, par un individu. Ça crée de fait un lien particulièrement fort. On peut penser à des auteurs qui nous en ont beaucoup parlé, Bukowski qui parle de l'incendie de la bibliothèque de Los Angeles, par exemple, sans parallèle avec les événements qui ont pu toucher la ville au début de l'été, mais je pense que c'est parce que c'est cet équipement de proximité, c'est parce que c'est ce premier lieu, ce premier accès à la culture que une bibliothèque qui brûle l'a autant touché. Et pour euh, compléter ce point de vue, l'élan de solidarité à Nantes a été particulièrement fort. Nous avions décidé d'accueillir les livres, puisque des Nantais nombreux ont voulu donner des livres en soutien aux deux bibliothèques associatives qui avaient été incendiées. On en a recueilli depuis juillet plus de 10 000 utilisables, c'est-à-dire qui vont être remis aux bibliothèques associatives très prochainement. Et je crois que cet élan de solidarité est particulièrement marquant de ce rapport que les uns et les autres ont aux médiathèques. C'est le premier contact avec la culture, c'est aussi un service public, un beau et un grand service public, où l'on peut rentrer, accéder à la culture, quelle que soit sa situation, que l'on ait des papiers ou qu'on n'en ait pas, que l'on ait un toit ou qu'on n'en ait pas, on peut rentrer, franchir la porte d'une médiathèque, lire, évidemment, et écouter de la musique, avoir accès à toute une offre culturelle particulièrement riche. Ceci pour vous dire que nos établissements de lecture publique ne sont pas des lieux fermés sur eux-mêmes, mais sont aussi, en termes de service public, un des lieux les plus ouverts, ouverts à la société, ouverts aux grandes questions qui la traversent. Et comme vous pouvez l'imaginer, elles prennent aujourd'hui une part active dans la crise de l'accueil que nous vivons avec des réfugiés nombreux qui trouvent asile dans notre pays. Et puis, on le sait insuffisamment souvent, mais pour ne prendre que le réseau municipal nantais, les médiathèques, c'est 5 à 600 propositions culturelles et artistiques par an. De ce fait, on est tout simplement le premier lieu de diffusion de la ville. Je ne compare pas nos propositions, nos soirées de lecture, nos cafés-séries, nos rencontres autour de la Grénothèque de Floresca-Guépin à l'excellence des propositions qu'on peut retrouver au lieu unique et dans d'autres théâtres, mais en tout cas, en nombre et en richesse de propositions, en variété peut-être, c'est tout simplement le premier réseau de diffusion de la ville.
ces deux éléments pour qualifier un peu ce dont on parle quand on parle de lecture et de lecture publique. Alors après, comment qualifier une politique publique de lecture? C'est une vaste question qui est bien au-delà des médiathèques. Je reviendrai bien sûr au réseau de lecture publique un peu plus tard. Mais d'abord, qualifions une ambition politique. Moi, je me suis toujours bien retrouvé dans la phrase de Victor Hugo. En politique, je suis pour les petits contre les grands. En littérature, je suis pour le grand contre le petit. Et je crois que cette synthèse-là nous intéresse quand nous parlons de démocratisation culturelle et nous intéresse quand nous parlons ou nous mettons en œuvre des événements et quand nous essayons de chercher tous les publics. Parce qu'après tout, une proposition culturelle, si elle trouve 1, 2, 3 personnes que ça touche et que ça émeut, alors elle aura atteint son but. Considérer une politique publique de la lecture, du livre et de la lecture, c'est aussi considérer l'entièreté de la chaîne du livre, en partant évidemment des créateurs, des auteurs, mais aussi de la chaîne économique, des libraires, des éditeurs, et puis bien sûr le réseau de lecture publique. Je crois qu'il faut la considérer dans son ensemble, sans hiérarchie aucune, mais en précisant les rôles, les capacités d'action et les intentions de chacun. De ce point de vue-là, il faut différencier ce qui peut être le rôle d'une ville et le rôle d'autres collectivités. En arrivant dans ce mandat, par exemple, il a fallu préciser un certain nombre de choses. Par exemple, de se dire que l'aide à l'économie n'est pas la fonction d'une ville. Il y a le conseil régional qui s'occupe du développement économique, qui a un pôle régional du livre qui s'appelle Mobilis et que nous sommes heureux d'avoir accueilli à Nantes et de continuer de bénéficier de ces actions à Nantes. Il y a Nantes Métropole qui parfois par à-coup octroie quelques aides à la création, mais du point de vue d'un élu municipal, l'aide économique au livre et à la lecture n'est pas de son ressort. Nous nous occupons de lecture publique, de médiathèques et de tous ces financements. Nous occupons d'actions culturelles et nous nous occupons de vie littéraire. Ça ne veut pas dire évidemment que nous n'avons pas un rôle vis-à-vis des acteurs du territoire. Je pense, on est ici à Nantes, on a un réseau particulièrement important de libraires indépendants et un réseau particulièrement important de grandes surfaces installées en périphérie. Un libraire a pris un jour le parallèle du camp gaulois retranché, entouré par les légions romaines, qui était assez drôle et en tout cas assez expressif pour pouvoir être repris. Évidemment que nous avons des relations avec l'ensemble de ces partenaires, qui sont d'ailleurs réunis dans les libraires complices et avec qui nous travaillons lorsque nous organisons des événements littéraires. Les structures choisissent parfois, il y a une relation de longue date avec un libraire, mais pour ce qui concerne les grands événements où la ville est en première ligne, dirons-nous, je pense notamment à Atlantide, aux Utopiales, bien nous nous adressons aux libraires complices pour qu'ils puissent tenir la librairie de l'événement avec des chiffres d'affaires parfois tout à fait conséquents. Donc nous avons un partenariat avec ces structures-là, mais le financement, l'aide économique à la chaîne du livre n'est pas du ressort d'une politique publique municipale. Donc il faut faire la clarté sur ses intentions et il a bien dû falloir parfois faire la chasse à une ou deux subventions qui traînaient parce que tel ou tel petit éditeur avait publié tel ou tel élu il y a bien longtemps. Eh bien, ça fait partie de la vie d'un élu que de faire la clarté sur ces choses et de pouvoir avancer en précisant les intentions. Et c'est bien ce qui nous permet de nous concentrer sur ce que nous voulons faire. Premièrement, le soutien à la création. Je crois que c'est particulièrement important et je crois que c'est un marqueur de ce mandat à Nantes. Vous aurez peut-être l'occasion d'en discuter avec d'autres, mais pour ce qui concerne la vie littéraire, c'est une résidence d'auteur qui a ouvert rue Crabosse, près du musée Jules Verne, avec une vue magnifique sur la Loire qui, j'imagine, doit inspirer les nombreux auteurs qui ont pu en bénéficier pour le moment, auteurs et autrices évidemment. C'est aussi les 4 ateliers, 5 cette année, qui ont ouvert à la Maison Fumetti, qui accueille
des auteurs et autrices nantais, nantaises et des auteurs et autrices venus d'un peu plus loin pour leur permettre de créer, de travailler, de créer ici. Donc, premièrement, soutien à la création. Deuxièmement, Maison Fumetti, je ne sais pas si tout le monde a bien repéré ce qu'est la Maison Fumetti. bah, peut-être un mot très simple pour dire que au début du mandat, nous avons constaté qu'il y avait une scène BD particulièrement importante à Nantes et qu'elle était hors champ à peu près de nos politiques publiques. Donc nous avons travaillé avec ces collectifs d'auteurs et de créateurs qui se sont structurés en association, association qui a pris donc le nom de Maison Fumetti en lien avec le festival Fumetti du même nom qui était organisé depuis plusieurs années sur la ville. Et ce faisant, ils et elles ont recensé 170 auteurs et illustrateurs travaillant sur la place nantaise. Et quand je parle de soutien à la création, c'est vrai pour les auteurs BD, mais c'est vrai aussi pour les autres. On en a 1 sur 2 qui touche à peu près le SMIC et 30% qui est sous le seuil de pauvreté. Donc voilà la réalité des auteurs et des créateurs, et voilà pourquoi il faut continuer de les aider et de les soutenir, et nous le faisons en proposant un lieu. Aujourd'hui, Maison Fumetti est donc installée dans la bibliothèque de la Manufacture qui a réouvert après travaux il y a maintenant 2 ans. Et on est assez heureux de ce partenariat qui est plutôt unique en France parce que d'habitude on calque une grande maison de la BD qui sort de terre sur un événement de la BD, ce qui s'est passé à Blois. Évidemment, on ne joue pas dans la même cour que Angoulême, mais ici, la rencontre entre le service public, la bibliothèque municipale et une association de créateurs libres est quelque chose d'assez nouveau, en tout cas nous qui nous intéresse, et dont on est assez heureux d'avoir pu conduire ce projet au bout. Alors c'est une association qui a 2 ans, qui est encore assez jeune. Là encore, ils sont organisés de manière tout à fait libre. Nous n'intervenons pas sur les choix artistiques et éditoriaux qui sont les leurs, à part à conventionner sur une convention d'objectifs qui est d'intervenir dans les écoles, de rayonner sur le quartier, de travailler en lien avec la bibliothèque municipale. Et c'est ce qu'ils font depuis maintenant 2 ans. Et donc, avec ces ateliers d'artistes au sein de la bibliothèque municipale qui ont pu ouvrir. Donc ceci sur le rapport à la création, mais on pourrait y revenir si vous le souhaitez. C'est aussi évidemment des grands événements littéraires avec des structures. On a la chance à Nantes d'avoir un certain nombre de structures qui travaillent sur la ville depuis un certain temps. Le Festival Atlantide qui est arrivé depuis, mais c'est Midi Minuit Poésie avec la Maison de la Poésie qui est une des plus réputé en France et dont on peut apprécier le travail puisqu'il s'agit d'aller chercher un peu les gens au-delà du public lecteur de poésie, mais on a eu des matchs de boxe poétique sous le parking de Talensac et puis des lectures et des événements dans la salle du conseil municipal. Donc vous voyez, ils vont chercher assez loin leur public et c'est plutôt heureux. C'est des événements comme Philosophia qui rassemble avec les rencontres de Sophie plusieurs milliers de personnes chaque année autour de questions philosophiques. On est toujours, enfin je sais pas, moi je suis toujours assez touché, je sais pas si c'est un miracle nantais, mais de voir autant de gens réunis autour de ces questions-là qui peuvent apparaître, la poésie, la philosophie, comme un marché de niche, pour parler comme on parle dans le Nouveau Monde voulu par le président, mais en tout cas, qui n'est pas le mien, vous l'aurez compris, mais en tout cas, qui est une part littéraire assez particulière. C'est vrai aussi si on observe la réussite de nos Utopiales tous les ans, avec on monte jusqu'à 180 000 spectateurs. C'est un festival de science-fiction qui est à mon sens assez unique, peut-être le seul, serait prétentieux de dire à l'échelle du monde, mais en tout cas, je vous parlais de librairie. On s'enorgueille chaque année d'avoir la plus grande librairie francophone du monde, et puis on dit de la galaxie, puisqu'on parle de science-fiction, chaque année à nos Utopiales. Et en tout cas, dans sa fonction pluridisciplinaire,
certainement d'autres événements, notamment dans les pays anglo-saxons qui ont un impact fort en termes de littérature, en termes de cinéma, mais un espace pluridisciplinaire où on trouve du cinéma, de la littérature, des tables rondes pouvant réunir un astrophysicien, un auteur de science-fiction et un type qui joue à un jeu de rôle, il n'y a que ici qu'on peut le voir, et je crois que ça fait partie là aussi de notre identité et de ce que je pouvais dire au début sur cet imaginaire qui est peut-être celui d'une ville et qu'il y a matière à travailler, dont il y a matière à s'inspirer. Il y a bien sûr Impression d'Europe ou Atlantide comme événement littéraire important. Impression d'Europe qui fait venir des auteurs d'Europe entière, comme son nom l'indique. Mais tous les 5 ans, ils vont chercher un peu plus loin. Donc on a eu Impression d'Afrique il y a 5 ans. Et puis cette année, on aura l'Argentine et Rio de la Plata comme invités d'honneur. Le Monde s'invite à Nantes. Il s'invite aussi dans le festival Atlantide, qui a, je crois, trouvé désormais son rythme de croisière et qui doit continuer de creuser son sillon dans la ville. Des rencontres littéraires autour des mots du monde, du travail de lecture du monde, du travail d'écriture du monde, et qui permet, hier avec Alberto Manguel, qui nous proposait, c'est pour ça que je parle toujours de la synthèse Victor Hugo, mais un programme d'une excellence littéraire, de découvrir des auteurs que nous n'aurions pas forcément vus ou pas forcément lus à Nantes, et en même temps d'aller chercher le plus grand nombre pour essayer de les faire participer. Aujourd'hui avec Alain Mabancou, qui nous fait le plaisir d'occuper la direction artistique de ce festival, et je crois qu'il va continuer de monter en puissance et de s'étoffer. Voilà pour ce qui est de la création et des événements littéraires. Je peux dire un mot aussi du musée Jules Verne, la place de Jules Verne à Nantes, qui est une place, à mon avis, assez particulière, puisque d'abord, c'est un des auteurs français les plus connus dans le monde entier. Il y a une étude du Salon du Livre il y a 3 ans. Il y a en un Hugo, on trouve Pagnol en 2, qui m'a surpris et qui n'est pas sans flatter mes racines du sud de la France. Et puis, on a Jules Verne. Chacun sait qu'il est né à Nantes. Pour rester toujours pareil dans l'air du temps, en marketing territorial, je crois que la ville d'Amiens fait beaucoup mieux que nous. Faut-il faire du marketing territorial? C'est une autre question. En tout cas, notre héritage vernien, le patrimoine vivant qui existe ici, est certainement encore insuffisamment connu et mis en valeur. Nous y travaillons dès maintenant, puisque le musée Jules Verne est actuellement fermé, que nous pourrons bientôt bénéficier d'un toilettage, de quelques collections nouvelles et, ce qui n'est pas rien, d'un accès pour le public à la terrasse, qui est un lieu merveilleux, toujours ce même lieu où, à quelques pas, nous logeons les auteurs. Et je crois qu'il y a une des vues sur la ville qui est la plus parlante pour dire l'histoire de Nantes dans son temps long. Moins de bateaux que n'en a vu Jules Verne, mais une ville qui s'est constituée autour d'un fief médiéval, d'un château, et puis d'un port de commerce, et puis d'un essor industriel. Eh bien, je crois que c'est à cet endroit qu'on le comprend le mieux. Et nous allons pouvoir donc bénéficier de cette terrasse ouverte désormais. Quelques mots sur nos médiathèques et nos bibliothèques, enfin quelques pistes de réflexion à discuter ensemble en tout cas. On est en train de sortir d'un modèle qui était pour nos bibliothèques et nos médiathèques celui de 1983. Il s'agissait d'acquérir et il s'agissait d'ouvrir. Donc, à Nantes comme ailleurs, nous avons beaucoup acquis et nous avons beaucoup ouvert. Suffisamment ou pas, la question reste posée. J'imagine que chaque usager a une proposition de réponse à cette question, mais en tout cas, il s'agissait de massifier. Et aujourd'hui, on a un rapport à nos équipements qui change. Il y a eu un rapport de Sylvie Robert qui parle aujourd'hui d'Agoratech. Il y a eu un papier dans La Croix il y a un certain temps qui disait que le modèle des médiathèques se
réinventé au sud, et que ce sont dans les médiathèques, dans un certain nombre de pays du Sud, qu'on peut avoir accès à des informations comme le cours du grain, qu'on peut avoir accès à des informations telles que des cours d'accouchement. Je ne pense pas que ce modèle soit souhaitable, mais c'était pour vous dire, parce que ça m'avait frappé, l'ampleur de ce qu'on recherche en franchissant la porte d'une médiathèque. C'est tout simplement l'accès au monde avec un grand M et l'accès à la culture. Donc, nous avons des usages nouveaux dans ces médiathèques, et c'est vrai lorsque l'on constate qu'on vient parfois à la médiathèque tout simplement pour utiliser Internet, tout simplement pour utiliser un ordinateur. Et je ne sais pas si vous avez constaté, mais on a maintenant des gens tout autour qui viennent juste se connecter à la Wi-Fi offert par la médiathèque. Donc on a un rapport qui change. On était bien sûr passé entre-temps de l'emprunt du seul livre à des médiathèques, donc à l'ouverture à tous les médias, à l'ouverture donc à des DVD, à de la musique et à un certain nombre de supports numériques. Sur la question du numérique, parce que c'est une question qui vient souvent, je crois que nous avons à faire la part des choses, à s'éviter les grandes peurs de l'an 1000. Je crois que le livre a de belles années devant lui. J'en veux pour preuve que si l'on regarde la chaîne économique du livre, aucun modèle économique n'a été trouvé concernant le numérique. On a cru que tout le monde allait lire des BD sur des tablettes. C'est pas vrai. Pour ceux qui ont déjà essayé, c'est extrêmement désagréable. On a cru que bientôt tout le monde allait emporter son lecteur là, dans le train. Bon, c'est pas tout à fait ce qui se passe, et on a encore un rapport très intime et très charnel au livre, et c'est normal. C'est la lecture, un travail parfois silencieux ou un plaisir silencieux et solitaire. Le travail d'écriture l'est tout autant, et je crois que rien ne remplace ce lien-là. Donc il ne s'agit en aucun cas de baisser la garde ou de se lancer dans l'acquisition du tout numérique dans nos médiathèques. Je parle sous le contrôle d'Agnès Marcetto, que je remercie d'être présente ce soir, directrice des bibliothèques municipales de Nantes, mais je crois que sur notre budget d'acquisition, le numérique représente environ 10% de nos acquisitions, comme quoi, vous voyez, on est loin d'abandonner le livre et le papier. Autre chose est de constater des usages nouveaux et d'essayer d'y répondre. Par exemple, si nous sommes attachés, je le suis moi-même, au journal papier, on ne va pas s'abonner à tous les journaux du monde entier. Et celui qui veut lire un certain nombre de journaux, y compris étrangers, peut y accéder en médiathèque avec un bouquet de presse numérique. Et ça nous semble être, pour faire du plus et pour faire du mieux et pour aller chercher encore plus loin, tout à fait utile que d'étendre les ressources numériques. Du reste, on a des expériences assez partagées sur ce que nous mettons en proposition comme bouquet numérique, comme offre de vidéos on demand et tout ça. C'est possible à la médiathèque et c'est pas tout le temps suffisamment utilisé. Comme quoi, là encore, il y a des modèles économiques qui n'ont pas été trouvés. Et je crois que le rôle de nos médiathèques, c'est d'ouvrir des services nouveaux pour des usages nouveaux et pas de réduire la part du livre et du livre papier. Ceci étant, nous avons obtenu le label Bibliothèque numérique de référence il y a maintenant 2 ans, si je ne me trompe pas. Et c'est un des principaux champs d'investissement dans le secteur culturel de la ville de Nantes. Si je mets entre parenthèses ce qui est compliqué, vous l'aurez compris, le musée d'art qui a capté nos investissements depuis un certain nombre d'années et qui a ouvert, et on en est très heureux. Mais en tout cas, avec 1,4 million d'investissements sur le réseau de l'ABM en faveur du numérique, là encore pour ouvrir des salons numériques, pour étoffer notre offre numérique et pour automatiser le prêt, eh bien, il y a là un des investissements les plus importants du mandat. Quand je vous parle d'automatisation du prêt, il va de soi, mais c'est peut-être mieux en le disant, qu'il ne s'agit pas de remplacer nos bibliothécaires par des machines et des bornes, mais bien de les laisser
laisser les usagers bénéficier de toutes leurs compétences, puisque ces hommes et ces femmes ont eu un concours et qu'il est supérieur au fait de passer la douchette sur un livre. Donc si une machine peut faire ça, eh bien, ça libère du temps pour les bibliothécaires pour se consacrer qui à l'action culturelle, qui au renseignement du public, et pour celles et ceux qui fréquentent nos médiathèques dans les médiathèques qui sont d'ores et déjà équipées, à l'ouest, à l'est, Jacques Demy est en train de le devenir et c'est pour ça qu'elle est fermée pour travaux, eh bien, vous verrez combien tout ça se passe de manière très fluide avec des bibliothécaires toujours plus disponibles. Nous avons, au début du mandat, engagé un dialogue citoyen pour justement préciser les demandes nouvelles, essayer d'identifier des usages nouveaux. Il aura duré un semestre. Nous nous sommes concentrés sur un panel de 80 personnes, usagées, non usagées. On l'a voulu représentatif. On a dû refuser du monde, hein, tellement il y avait du monde à vouloir participer. Donc, on a dû sélectionner pour que ce soit assez représentatif. Il ressort, je crois, deux grands éléments. Premièrement, des usagers qui veulent être acteurs de... Ah oui, il faut appuyer sur on, regardez, j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Bon, on verra plus tard. Des usagers qui veulent être mieux acteurs de leur réseau de lecture publique. Donc nous avons installé des instances. Nous sommes en train de continuer de travailler avec eux pour mieux les mettre en lien avec les bibliothécaires. Là encore, avec la précision suivante, moi je suis élu, je ne suis pas prescripteur en matière culturelle, ni avec une association, ni avec les bibliothécaires qui sont libres de leur choix. Et je crois que de ce point de vue-là, il faut travailler des interfaces avec les usagers, mais laisser celles et ceux dont c'est le métier et les compétences travailler à la prescription, à la commande de livres, etc. Bon, la plupart du temps, il n'y a pas trop de match. Quand des usagers demandent des ouvrages, on se débrouille pour les trouver si nous considérons que c'est un manque. Deuxième élément, il s'est agi beaucoup de considérer les horaires d'ouverture et les nouveaux rythmes des hommes et des femmes qui fréquentent nos établissements. De ce point de vue-là, on a travaillé sur plusieurs aspects. D'abord, la pause méridienne. Il est désormais possible de passer 1 heure dans une médiathèque entre midi et 2 quand on a fini ou quand on prend son repas. Deuxièmement, nous avons rationnellement observé les endroits où le public était le plus nombreux, c'est-à-dire 1 heure de plus le mercredi, le samedi, là où la demande était la plus forte. Dernièrement, nous avons interrogé la question de l'ouverture dominicale que Philippe m'invitait à traiter en début d'intervention. Ma position est assez simple et elle est la suivante. Conformément à ma sensibilité politique, je ne considère pas le dimanche comme un jour comme les autres. Je considère que c'est un jour qui doit rester chômé. Je considère que c'est un jour qui est destiné à l'émancipation personnelle, au temps familial, au repos. Donc pas à l'ouverture des commerces le dimanche. Par contre, nos aînés, lorsqu'ils travaillaient depuis le 19e siècle et peut-être avant l'alphabétisation, mais ils ont ouvert des bibliothèques quand ? Ils ont ouvert des bibliothèques sur le temps où les travailleurs ne travaillaient pas. Deuxièmement, si on considère et si on est d'accord avec la première option, qu'on est tout à fait en droit de contester, qui est un grand débat de société, sur lequel vous aurez compris mon point de vue, eh bien, pour que les hommes et les femmes qui ne travaillent pas puissent bénéficier de loisirs, nous ouvrons nos parcs, nous ouvrons nos piscines, nous ouvrons nos musées. Pourquoi pas, dès lors, permettre un accès à nos bibliothèques, et pour que le travail des hommes et des femmes, des agents qui travaillent dans les loisirs, qui travaillent dans la culture, ait un sens, alors il faut que ce jour reste chômé pour les autres. Vous aurez compris mon point de vue, il est tout à fait personnel, mais en tout cas, nous avons fait le choix d'expérimenter une ouverture dominicale avec 2 aspects. Pas de généralisation,
parce qu'il y a aussi des agents qui sont concernés par ce travail. Et deuxièmement, rien sans moyens nouveaux. Bon, de ce point de vue-là, nous avons, après une discussion sociale assez intense, qui n'est pas tout à fait terminée, embauché 3 postes supplémentaires. Et vous savez ici les contraintes lourdes que fait peser l'État depuis de nombreuses années sur les collectivités locales. Donc ce n'est pas rien que de procéder à des embauches dans cette période très tendue pour les budgets de nos collectivités. Et nous avons travaillé un certain nombre de compensations pour les agents qui travaillent le dimanche, qui du reste sont déjà concernés par le travail le samedi et qui désormais travaillent, avant ils travaillaient un samedi sur 2, désormais ils travaillent un week-end sur 3, certains week-ends comprenant le dimanche. Un dernier mot pour vous dire que le projet nantais, c'est là encore le projet nantais. Si vous regardez un certain nombre de villes en France, on ouvre l'établissement central le dimanche, ça marche du feu de Dieu, tous ceux qui sont habitués à aller à la médiathèque, ils vont à la médiathèque, ils rentrent leur lit, ils arrivent avec les sacs, etc. On fait beaucoup de prêts, il y a aussi des activités culturelles, je ne conteste pas ces choix et surtout pas ceux qui sont ceux des autres après tout. Mais en tout cas, nous avons choisi d'ouvrir le dimanche après-midi un dimanche par mois. Le premier dimanche du mois, là où les musées sont ouverts et gratuits, espérant, ce faisant, créer des passerelles, parce que ce qui nous intéresse dans le projet nantais, c'est de considérer que nous ouvrons dans les quartiers, nous ouvrons à Nantes-Est, nous ouvrons à Nantes-Nord, nous ouvrons à Nantes-Ouest. Et moi, j'ai été interpellé quand même par les scènes vagabondes à Nantes-Nord quand on interroge les gens dans une enquête dite qualitative qui viennent voir un spectacle de musique du monde. 58% d'entre eux disent qu'ils n'étaient jamais venus voir du spectacle vivant. Je ne sais pas si c'est le cas, puisque là, ils venaient à un concert, donc j'imagine que peut-être ils en avaient vu d'autres, certains d'entre eux, mais en tout cas, ça dit long de la barrière et de la fracture symbolique d'hommes et de femmes qui viennent à un spectacle et qui disent « moi, je ne vais jamais au spectacle vivant ». Donc, ils se disent « c'est pas pour eux ». Et peut-être que malgré la gratuité, d'ailleurs, dans cette même enquête, la question de l'accès au spectacle vivant, raison numéro 1, invoquer le temps. Deuxième raison, invoquer l'argent. Nous espérons donc faire des passerelles avec les musées. Nous croyons qu'une offre culturelle dans les quartiers que je viens de citer a toute sa place et tout son sens. Et donc, il ne s'agit pas d'ouvrir pour ouvrir, encore moins pour faire plaisir à je ne sais qui, mais bien de proposer des activités nouvelles dans ces quartiers le dimanche après-midi où finalement il n'y a quand même pas grand-chose d'ouvert. Un dernier mot pour vous dire que dans ce modèle-là, je vais très vite, mais je vois que je suis déjà un peu long. Donc je ne vais pas tarder à me taire. Il nous faut parler un peu de métropole quand même, ce serait dommage au Conseil de développement métropolitain. Moi, je crois beaucoup à la réinvention du réseau. Les tentations sont grandes de se dire on a telle ou telle bibliothèque, elle n'est pas très grande, elle est en perte de vitesse, on a besoin de faire des économies, bon, ça ne se verra pas trop, fermons-la. Moi, je ne suis jamais pour la fermer, ni la bibliothèque, ni le reste, et je crois que, parce que si on regarde bien, il y a quand même un certain nombre de villes qui sont confrontées à tout ça, qui mettent la culture à la première barre de coupe des coupes budgétaires et les bibliothèques qui arrivent souvent après. À Grenoble, on ferme 3 établissements. Je crois qu'il y en a un qui va rester ouvert finalement, si j'ai bien suivi, mais quand même 2. Et il y a un certain nombre de villes qui ferment des établissements. Moi, je suis plutôt favorable à les réinventer. C'est ce qu'on a fait avec Maison Fubetti à la bibliothèque de la Manufacture. Et là encore, il ne s'agit pas d'un miracle nantais. Le service public comme ailleurs, c'est aussi des femmes et des hommes. Et il y avait des passionnés de BD dans cet établissement. Le lien s'est fait naturellement. Les usagers s'y sont retrouvés parce qu'un certain nombre d'entre eux savaient qu'il y avait un bon choix de BD dans cet établissement et que de cette manière-là, on peut se réinventer. On va repositionner la bibliothèque de la Halvec dans la nouvelle maison de quartier qui est en projet. Je crois que c'est en faisant ceci qu'on arrivera à renforcer notre réseau qui le mérite bien. Un mot sur les perspectives métropolitaines. Donc, vous avez là un tableau avec un certain nombre de chiffres assez bruts que je m'épargnerai de commenter dans leur ensemble. Ça fait suite à une étude de Laurent
datant de 2016. Le GT, on me demandait au premier rang ce qu'était le GT, c'était le groupe technique lecture publique qui se réunit sur la métropole autour donc de 20 communes, il en manque quelques-unes, sur la lecture publique. Donc voilà l'état des lieux, 39 médiathèques équipements. Bon, les heures d'ouverture cumulées, j'imagine que ça ne dit pas grand-chose à beaucoup de monde. Bon. On voit la masse que ça représente quand même, je crois, avec cette série de chiffres. Je crois qu'il y a une grande contradiction avec où nous en sommes dans les collectivités et le vécu des usagers. Il y a un certain nombre d'endroits dans la ville, le fait métropolitain, l'extension urbaine prenant ses droits, où on change de rue, bien souvent on ne sait pas qu'on a changé de ville. Quelquefois, on sait qu'on a changé de ville, mais il y a un deuxième équipement culturel, il n'y a pas les mêmes horaires, il n'y a pas les mêmes tarifs, et il faut reprendre une deuxième carte, etc. Bon, ça, c'est la réalité que vivent les usagers. Du point de vue d'une commune, la réalité est tout à fait différente. On peut discuter, là encore, je peux donner un avis qui ne sera que personnel sur faut-il une politique culturelle métropolitaine, mais je crois que ce n'est pas tout à fait le sujet. En tout cas, on a cette préoccupation de fait parce que les usagers se posent la question, donc nous posent la question. Et peut-être que d'essayer de travailler à apporter des réponses aux questions qui sont posées, jusqu'à parler de métropolisation par la base, chère à Goulven Boudik, mais voilà, cette idée-là nous concerne et nous intéresse. Par contre, considérons à l'inverse que dans une commune, une bibliothèque, une médiathèque, c'est un équipement clé, c'est un équipement phare, c'est un équipement auquel on tient beaucoup et auquel le conseil municipal, le maire, les élus, les habitants sont très attachés. Donc, on a cette contradiction-là entre un souhait, en tout cas sur les aires urbaines et les plus urbaines, de retrouver finalement les mêmes services. Les usagers, en général, ils recherchent de la simplification, un meilleur accès aux services et l'attachement à une politique, l'attachement communal à une politique. Vous voyez que je commence déjà à défricher un peu le sujet, mais en plus c'est un sujet assez brûlant puisque je crois que Johanna Roland vient de sortir de chez Emmanuel Macron à l'instant. Je la laisse faire ses annonces à la presse. Je crois que ça sera le cas pour ceux qui suivent l'actualité de très près dans les minutes qui viennent. Mais en tout cas, c'est un sujet brûlant. Moi, de ce point de vue-là, je pense qu'un pays, je pense qu'une institution a une mémoire. Et une mémoire politique. Et je crois que la France reste une nation politique et qu'il y a une histoire dans la commune, le département, et qu'une politique culturelle, elle doit être attachée à cet imaginaire, à cette culture commune et à cette identité. Et donc, ça pose un certain nombre de questions sur le fait métropolitain. Mais je prends un exemple pour illustrer mon propos. Quand nous faisons le Festival Atlantide, on a un fonds, dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, très riche en lecture jeunesse à la Bibliothèque de Nantes, avec le fonds Bermond-Bocquier. C'était deux journalistes culturels qui travaillaient sur la lecture jeunesse il y a des années, qui nous ont fait une donation extrêmement importante. On a choisi, dans le cadre du Festival Atlantide, de faire un prix Bermond-Bocquier, donc un prix littéraire jeunesse au Festival Atlantide. Du reste, c'est le seul prix du Festival Atlantide. C'est pour dire combien il nous est précieux. Eh bien, l'année dernière, la ville de Saint-Sébastien nous a rejoints. La ville de Saint-Sébastien nous a rejoints, donc le club de lecture, les enfants de Saint-Sébastien ont pu, via leur médiathèque, participer au jury, puisque ce sont les enfants qui choisissent le prix. Eh bien, Saint-Sébastien était très heureux d'accueillir la conférence de presse l'année dernière du prix Bermond-Bocquier. Il y avait toute une série de journalistes, un événement important. On verra si cette année, c'est à Nantes, on a autant de succès, mais c'était un événement particulièrement important que finalement, d'attirer dans la médiathèque le premier réseau, la première cellule, la première porte d'entrée vers la culture, le prix littéraire qui a lieu à Nantes. Donc, c'est particulièrement important. Et puis, je vous passe le débat sur, d'une part, la crainte de l'absorption, la ville-centre qui va
absorber le réseau. Quand on parle des 39 médiathèques, et on n'a pas ici le nombre d'agents, mais je crois qu'il s'agit environ de 350 agents sur ces 20 communes. Il y en a déjà 155 désormais à Nantes. Donc il y a d'une part la crainte de l'absorption, d'autre part chez les collègues de la bibliothèque municipale, mais attention, nous, comment on va pouvoir traiter le sujet. Donc c'est un sujet qui est extrêmement difficile à traiter. Bon, ceci dit, comme vous l'aurez compris, il y a un groupe technique sur la lecture publique qui se réunit maintenant depuis le début du mandat, qui est en train de travailler, pas sur les questions les plus difficiles, c'est-à-dire, et peut-être les questions qui seraient souhaitées en premier par les usagers, c'est-à-dire les questions de tarification et de mise en commun, mais sur une question de renforcement du réseau, d'interconnaissance, et nous lançons un appel à projet pour une étude, pour un schéma d'orientation de la lecture publique à l'échelle métropolitaine. Donc on va continuer de se poser cette question, d'essayer d'apporter des réponses à l'échelle métropolitaine, mais vous voyez qu'elles sont parfois assez compliquées. J'avais peut-être ce visuel, et après je me tais et je vous laisse parler pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Dans nos réalités, il y a sur la question de l'ouverture dominicale Orvault qui expérimente, et une autre ville que je retrouverai tout à l'heure, mais qui travaille avec des bénévoles la question de l'ouverture du dimanche. Et il y a Couëron qui a rendu sa médiathèque gratuite et qui a ouvert un très bel équipement en dessous de la tour à plomb que vous connaissez peut-être. Mais si on regarde les synergies métropolitaines, on voit l'attrait de Couëron qui est gratuit pour tous les habitants de la métropole. Donc il y a des gens qui vont jusqu'à Couëron, il y en a même qui vont de Nantes à Couëron. Et on a évidemment toutes les flèches qui viennent vers Nantes parce que on a les équipements les plus nombreux et de fait les plus fournis. C'est vrai aussi sur les chiffres quand on compare évidemment le nombre de documents, avec ici, là où l'urbanisation est la plus poussée, évidemment, Saint-Herblain, sur ce territoire du Grand Bellevue, des interrelations qui sont extrêmement fortes. De ce point de vue-là, on est en train de finaliser ce qu'on appelle un contrat territoire lecture avec la DRAC et avec les deux communes à l'échelle du Grand Bellevue pour mener un certain nombre d'actions communes sur ce territoire où, pour le coup, s'il y en a un où la réalité apparaît de manière la plus forte, parce qu'en quelques arrêts de tram, on a plusieurs équipements et on change dans le même quartier de ville, eh bien ce serait certainement celui-là. Vous voyez qu'il reste beaucoup à faire en matière culturelle, en matière de lecture, et peut-être en matière métropolitaine. Et donc je crois, moi, plutôt de ce point de vue-là, la politique des petits pas, en tout cas à peut-être à des actions, métropolisation par la base, entre les bibliothécaires eux-mêmes, pour pouvoir avancer sur cette question-là. Merci de votre attention et surtout, je suis disponible pour prolonger le débat. Merci. On comprend bien que c'est pas par hasard si Aymeric Céasso est chargé de la lecture publique. En tout cas, il a travaillé manifestement cette grande politique culturelle de la ville. On peut l'applaudir par rapport à son exposé. Alors, est-ce qu'il se lance pour une première question? Il y a un micro. Personne? Si? Catherine, alors. Donc Catherine Briet au Conseil de développement. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la lecture. Je suis moi-même utilisatrice d'une médiathèque à côté. Par contre, clairement, moi, je trouve qu'on manque vraiment d'ambition. L'année dernière, je me suis rendue à Brest à l'inauguration des Capucins. Autant vous dire que j'ai rêvé. Une médiathèque comme ça, franchement, je ne comprends pas qu'une métropole comme Nantes n'y ait pas droit. Brest l'a fait, il faut voir les horaires d'ouverture. Je suis allée au mois de juin au Havre, là c'est pareil. Je reste vraiment sur ma faim.
Et pour enfoncer le clou, allons-y. Moi, quand je lis qu'on élargit, qu'il y a une ambition culturelle sur le... ça me laisse vraiment perplexe. Les horaires, moi, je constate qu'en fin de compte, ils ont été réduits. En tout cas, c'est ce que je vois à côté de chez moi. J'ai compté dans la bibliothèque Flores-Caguépin, qui est celle que je fréquente le plus. En tout et pour tout, sur une semaine, il y a 32 heures. 32 heures sur une semaine. Il y a 3 jours où c'est ouvert que l'après-midi. Et les autres jours, ouais, ça doit être 10h, 18h. Mais en tout cas, pour les gens qui travaillent, je ne sais pas, à part le samedi, qui est déjà une journée bien chargée, je ne sais pas quand est-ce qu'ils peuvent aller à la bibliothèque. Et le dimanche, alors effectivement, c'est un bon début, mais 14h, 18h, une fois par mois. Voilà. Et je m'étonne des moyens qui sont donnés pour mettre à la connaissance, porter à la connaissance des utilisateurs cette ouverture. On a reçu il n'y a pas longtemps un mail qui parlait de la fermeture de Jacques Demy, etc. Mais à aucun moment on nous a indiqué qu'il y avait cette ouverture. C'est une annonce, je ne sais pas où elle a été faite, mais en tout cas elle est très très discrète. Donc je ne suis pas complètement persuadée des ambitions dans ce domaine-là. Ça commence fort. Donc, est-ce que la ville communique suffisamment sur ces questions-là déjà? Eh bien, ayant du mal avec les ambitieux, on va au moins se retrouver sur un point. On a peut-être quelques désaccords quand même sur le constat. D'abord, je veux rappeler, et je salue Octave Sestor qui est dans la salle et qui était là sur ce dossier sur les précédents mandats, mais qu'on a passé 2 mandats à ouvrir des médiathèques supplémentaires. Donc on a ouvert Flores Caguépin, qui est votre médiathèque d'usage, si j'ai bien compris. Et on a ouvert la médiathèque de Bellevue. Lisa Bressner. Moi, mais ça peut faire désaccord. Je pense que, et je suis très heureux pour les Havrais et les Brestois, effectivement, il y a 2 équipements qui ont ouvert. Ils sont magnifiques architecturalement et de ce que j'entends. Et puis voilà, je ne suis pas allé regarder de plus près l'offre de services et tout ça. Peut-être qu'il s'agissait de combler un manque. Je ne suis pas persuadé que l'avenir soit aux grands équipements. Non, mais c'est pour ça que j'annonçais que nous allons peut-être avoir un désaccord. Je ne suis pas persuadé, et peut-être même, je crois avoir lu 1 ou 2 articles dans les journaux littéraires sur ça, disant « et si c'était les 2 derniers de cette ampleur-là ». Je m'explique un peu. Des projets de cette envergure-là, c'est ce que nous avons fait à Jacques Demy. C'était en 1984, c'était la période des grands travaux et du tram et tout ça. Bon. Et de Chénard. Bon. Je crois qu'on a changé de paradigme et de modèle, et moi j'assume complètement ce qui n'est pas un modèle nantais, mais en tout cas la manière dont nous avons de travailler ici, d'ouvrir non pas un grand équipement central, et j'en parlais à l'instant pour la question de l'ouverture dominicale, mais plusieurs équipements dans les quartiers. Alors, est-ce qu'il en faut plus, etc. Pourquoi pas Est-ce qu'il faut plus de bibliothécaires à Nantes et ailleurs? J'en suis persuadé et convaincu. Mais il faudra nous aider à desserrer les taux budgétaires que fait peser sur nous l'État français si on veut y arriver. On a le droit d'avoir l'appréciation qu'on veut sur le niveau d'ambition, le curseur, etc. Moi, en tout cas, j'assume complètement la proposition nantaise qui est de répartir la lecture sur les quartiers. Et c'est pour ça que nous ouvrons de cette manière-là le dimanche. Je ne sais pas ce qui se passe, je sais ce qui se passe à peu près à Rennes, mais à Brest ou au Havre sur le dimanche. Mais nous avons fait le choix avec Johanna Roland de ne pas faire cette proposition-là, c'est-à-dire d'ouvrir le dimanche à Jacques Demy tous les dimanches et d'inviter tout le monde à venir dans le centre-ville, tous les quartiers. Venez dans le centre-ville, voilà, rapprochez-vous du centre-ville. C'est pas notre modèle. Et par ailleurs, il y a plein de choses à améliorer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui vont améliorer les choses, qui vont installer l'automatisation, qui vont améliorer un peu les espaces. Mais le bâtiment de Jacques Demy lui-même pose question et mériterait peut-être qu'on s'y attarde un peu plus. En tout cas,
je souhaite, et c'est convenu avec Johanna Roland, que nous puissions bien l'intégrer dans le nouveau projet de place de la Petite Hollande. De ce point de vue-là, il y a certainement beaucoup à faire, mais en tout cas, sur la répartition et sur le non-grand équipement central dans une ville comme Nantes, c'est un choix assumé qu'on peut contester et sur lequel on peut ne pas être d'accord, évidemment. Ça, c'est la vie. Michel, oui. Oui, deux questions. Une question d'organisation, si je puis dire, je sais pas comment dire, politique. Pourquoi est-ce que sur Nantes, il y a une délégation spécifique pour la lecture publique distincte de la délégation culturelle? Après tout, on pourrait imaginer aussi qu'il y ait une délégation sur les arts plastiques où on peut décliner comme ça la culture à l'infini. Donc pourquoi spécifiquement sur la lecture publique, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur le profil sociologique, d'âge, catégorie sociale, etc., des gens qui fréquentent à la fois les équipements que vous évoquez, là, et puis les événements que vous avez longuement présentés en début d'intervention? Alors, sur l'histoire de... Bon, d'abord, on a quelques spécificités à Nantes en matière culturelle. Je n'ai pas l'historique très précis, mais peut-être que c'est de considérer que c'est une politique publique à part entière, qu'elle est pour nous particulièrement importante, que c'est le premier budget des établissements culturels municipaux et que ça mérite toute notre attention, de la même manière qu'il y a un adjoint au patrimoine également, qu'on a une équipe culture avec 6 élus et que bon, voilà, on est organisé de cette manière-là. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question sur l'intention politique, mais je crois qu'il y a à chercher de ce côté-là. Deuxièmement, sur les abonnés, je n'ai pas les abonnés de la médiathèque, hein, si c'est la question que vous posez, de fiches signalétiques particulières vous proposez. En tout cas, on constate que des spécialisations s'opèrent assez facilement quand nous faisons le choix de nous orienter vers un public d'adolescents à Lisa Bressner, c'est-à-dire à Bellevue. Ça marche, tout simplement. On trouve beaucoup d'enfants, d'adolescents. Il y a une offre particulière sur le manga, sur voilà. Donc on a ce public-là qu'on retrouve assez facilement. Ils sont chez eux à la médiathèque et c'est plutôt heureux de les y retrouver. Sur les événements, il y a encore beaucoup à faire, je crois. Alors je pourrais, si peut-être, hein, si on échange les mails à la fin, vous trouver des fiches signalétiques très précises sur les événements. Le public des Utopiales est un public plutôt d'abord très varié, il y a beaucoup de monde qui vient et c'est un peu ça qui est chouette dans cet événement, c'est qu'on n'est pas sur le festival de geeks avec des gens déguisés en Spock avec des oreilles pointues. Il y a bien un peu tout le monde qui vient, il y a une journée scolaire qui marche très bien et tout ça, mais on a un public légèrement plus masculin, plutôt CSP+, on a beaucoup d'étudiants, etc. Sur les événements littéraires, en général, on est confronté au public traditionnel des lecteurs qui est en fait un public traditionnel de lectrices. Donc plus de femmes que d'hommes et plus de femmes après 50 ans qu'avant. Donc là, on a du travail pour élargir, parce que évidemment que les grandes lectrices s'emparent de nos événements, c'est heureux et elles sont les bienvenues, mais on a du boulot pour aller chercher un public un peu plus large encore, plus varié encore. Encore une fois, de s'adresser aux scolaires, parce que dès qu'on commence tôt, c'est mieux pour la suite. Mais voilà ce que je pouvais dire. Bonsoir, je vais intervenir alors sur les heures d'ouverture. Vous avez évoqué avec Philippe l'ouverture le dimanche, le week-end. Notre collègue a évoqué aussi ce point-là. Je voudrais savoir qu'est-ce qui empêche d'avoir une ouverture quotidienne jusqu'à 20h ou 22h. Est-ce que c'est une décision, une stratégie, ou est-ce que c'est un manque de moyens budgétaires, donc un manque de personnel? Il y a 30-40 ans, j'ai fréquenté assidûment la médiathèque du Centre Pompidou à Paris, la médiathèque de la Cité des Sciences et Techniques.
elles étaient complètement pleines jusqu'à 22 heures et les gestionnaires avaient énormément de mal à faire partir les gens à 22 heures. Le public était environ 2 tiers d'étudiants, 1 tiers de salariés. En semaine, donc entre 20 heures et 22 heures, je pense qu'il y a un besoin et il me semble que ce n'est pas lié à la taille des équipements. On peut très bien avoir un petit équipement avec des plages d'ouverture qui aillent relativement tard le soir. Ce n'est pas associé à un grand équipement. Alors je ne l'ai peut-être pas précisé, mais nous expérimentons un point d'accès le mardi soir jusqu'à 20 h à la médiathèque Jacques Demy. D'autre part, on met en œuvre quelques fois dans l'année la nuit de la lecture, une autre fois sur une soirée, ça devait être autour de la Toussaint, puisqu'il s'agissait d'Halloween, où on avait ouvert en nocturne à la médiathèque Lisa Bressner. Effectivement, ça fonctionne. Là, on a la proposition d'un point d'accès, et moi, je crois quand même plus à essayer de répondre de manière la plus pointue possible en termes de point d'accès et pas en termes de généralisation, parce que on va voir déjà si ça marche, jusqu'à 20 h à Jacques Demy, pour permettre justement aux salariés dont vous parlez, nous savons hein, les contraintes horaires, voir s'ils s'emparent de ce créneau-là. Après, effectivement, y a d'une part des réalités budgétaires qui sont les nôtres, qui sont assez graves. Et si nous sommes d'accord ici, ce qui reste à prouver, mais qu'il faut davantage de fonctionnaires territoriaux, je vous rappelle qu'on est sur une injonction du gouvernement d'en supprimer 130 000 en ce moment. Donc quand on cherche à étendre, là on en embauche 3, on est confronté à cette réalité budgétaire-là, évidemment. Et puis, il y a la question de la vie de nos agents, qui sont eux-mêmes des salariés, et qui ont le droit de bénéficier d'un cadre d'emploi où on ne leur demande pas de travailler sur des plages horaires qui peuvent aller du dimanche, de la soirée, etc. Donc il faut aussi, évidemment, répondre à leurs attentes. Bon, si on écoutait les usagers, ils voudraient des médiathèques ouvertes 24 heures sur 24, 24 sur 7, comme on dit, et tous les jours de la semaine. Bon, ça me semble ni possible ni souhaitable. Je ne dis pas que c'était votre propos, je ne me permets pas cette caricature. Au contraire, la question des accès des salariés à nos médiathèques nous préoccupe. C'est pour ça qu'on s'est occupé de cette affaire de pause méridienne, où on peut aller sur la pause entre midi et 2 chercher des livres, ou tout simplement travailler, ou écouter de la musique, ou prendre un temps personnel dans nos médiathèques, et qu'on offre cette possibilité nouvelle d'y accéder jusqu'à 20 h le mardi. Emmanuel. Bonsoir, Emmanuel Torlasco, je suis membre du conseil de développement dans Métropole. J'ai une question qui est peut-être pas celle de la compétence de la métropole. Moi, je suis habitant à Basse-Goulaine, donc je fréquente la médiathèque avec mes enfants à Basse-Goulaine quand je me souviens des horaires, parce qu'ils sont toujours très compliqués à retenir. Ils changent tous les jours, enfin, chaque jour a un horaire différent, mais bon, il suffit de placarder à peu près partout les horaires, on finit par les avoir sous la main. Ma question, elle est un peu différente, c'est à Nantes, les bibliothèques universitaires sont fermées les samedis et les dimanches. Faire une offre d'un dimanche sur 4, oui, par mois, une fois par mois, l'ouverture d'une bibliothèque à Nantes, des bibliothèques à Nantes, ça permet d'offrir un lieu de travail pour les étudiants en bibliothèque. Est-ce que, moi, la question que je vous pose, c'est quelle coopération possible il peut y avoir avec les bibliothèques universitaires, sachant que ce sont des équipements très grands, qui ont aussi une offre peut-être parfois un peu spécialisée, mais d'équipements qui sont complètement fermés le samedi et le dimanche. Est-ce qu'il y a une possibilité de discussion, ou est-ce que ça peut être envisagé ou pas? Alors, il y a des points d'accès en bibliothèque universitaire. Si je ne me trompe pas, la BU de médecine est ouverte le week-end et est ouverte le soir.
Ouais. Donc, bon, alors après, c'est toujours pareil. Dans une bibliothèque, on n'a pas forcément le livre qu'on cherche et tout ça. Mais si c'est en termes d'espace de travail qu'on parle, il y a dans le réseau des BU des points d'accès. Après, on a des machines qui sont très lourdes. D'une part, la BM et d'autre part, la BU. Pour travailler à une harmonisation et des missions qui ne sont pas les mêmes. La BU est un établissement universitaire, donc de travail universitaire et avec des ouvrages extrêmement spécialisés. Nous avons des équipements grand public. Et quand je vous dis grand public, j'ai bien commencé par dire qu'on trouvait tous les types de publics. Et donc, on doit pouvoir continuer de le faire. Bon, évidemment, on accueille des étudiants le dimanche, mais aussi des lecteurs du dimanche, hein, c'est-à-dire des gens qui passent sur les... D'ailleurs, je n'ai pas répondu sur la communication, mais la communication, c'est une année d'expérimentation. Elle va monter en puissance. On aura un numéro de Nantes Passion, je crois. Je ne sais pas si c'est le prochain ou celui d'après qui parlera de cette ouverture du dimanche. Bonsoir, je suis Suzy Garnier, je suis la première et plus ancienne élue à la lecture publique. Donc je peux répondre à la question de monsieur sur la raison de la création de cette délégation par Jean-Marc Ayrault au milieu du premier mandat. C'est qu'en fait, la lecture, elle était essentiellement dans le budget culturel, mais il y avait aussi toute une partie de l'éducation qui avait envie d'avancer dans le développement de la lecture et qui, avec plusieurs acteurs, voulait développer une politique transversale et globale de la lecture. Donc, se heurtait à chaque fois des arbitrages budgétaires. Là, on demandait, enfin moi, en tant qu'élue, je demandais de l'argent à l'adjoint à la culture, à l'adjoint à l'éducation, à l'adjoint à la vie associative. C'était des arbitrages sans fin. Et c'est pourquoi Jean-Marc Ayrault a décidé de créer une délégation propre. Hein, donc au départ, moi j'étais rattachée à l'éducation avec une ligne budgétaire propre. Je n'ai pas suivi, j'avoue, bon, j'ai rencontré Octave plusieurs fois, mais on n'a jamais parlé de budget. Donc je ne sais pas si c'est le fonctionnement actuel. Moi, j'approuve absolument tout ce que vous avez dit, surtout réinventer le réseau, toute cette expérimentation sur l'ouverture du dimanche. Je voulais simplement vous poser comme question, est-ce qu'il y a encore une politique transversale ou est-ce que les choses se sont un peu resectorisées ? Transversale entre... l'éducation, alors essentiellement l'éducation. Peut-être que ça s'est un peu sectorisé parce que la pionnière que vous avez été, puis Octave après, etc., vous avez fait du travail, donc ça s'est aussi renforcé. Le pôle de lecture publique, il a pris toute sa place dans la politique culturelle de la ville, mais il y a le centre Ressources Ville qui travaille au sein du service éducation sur la lecture et l'écriture des plus jeunes. Et donc évidemment qu'il m'arrive bien souvent d'aller discuter avec d'autres adjoints sur une série de thématiques, par exemple sur le numérique, sur la Nantes Digital Week, quand on met en œuvre l'hologramme qu'on trouve dans le château des Carpates de Jules Verne au musée Jules Verne. Donc oui, on est rapidement amené à discuter avec un certain nombre de nos collègues à partir de la question de la lecture, mais je crois surtout que la politique lecture elle-même s'est étoffée durant tous les mandats jusqu'à arriver à celui-ci. Mais alors justement, est-ce que le budget de la lecture ne fait pas des envieux ? C'est-à-dire, est-ce que, je repose la question autrement, remettre la lecture dans une grande délégation culturelle ne serait pas prendre le risque de voir certaines zones composantes culturelles demander un partage peut-être plus évident entre la lecture et les autres secteurs ? C'est un risque, mais n'entrons pas dans une logique compétitive. Moi, ce que je retiens, c'est que
Johanna Roland a dès 2016 choisi de sanctuariser le budget de la culture. Bon, ce que tout un chacun a pris comme sanctuariser chacune des subventions, à commencer par la mienne, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais dans un cadre de baisse et de contraintes terribles sur les dépenses des collectivités, de dire qu'on ne toucherait pas à la culture. Pardon. C'est pas l'émotion. Était déjà un geste particulièrement fort. Quant au budget de la lecture, il s'est plutôt étoffé, mais pas parce que, pour le coup, pas par l'ambition d'un pôle ou d'un élu, etc. Bien parce qu'il y a eu des projets nouveaux. Donc ils ont été accompagnés par des fonds nouveaux. La Maison Fumetti n'était pas dans le programme municipal, n'était pas budgété, et on a dû lui apporter un financement puisqu'on a décidé que c'était un projet utile et nécessaire à mettre en œuvre, puisqu'on avait les capacités de le faire dès ce mandat. Bruno Dehaye, Conseil de développement de Nantes Métropole. Je reviens sur l'ouverture ou la fermeture le dimanche des bibliothèques. Je suis d'accord avec vous. Moi, je considère tous les consommateurs voudraient que tout le monde travaille le dimanche, mais eux ne voudraient pas travailler. Ils veulent des gens à leur service, mais ils ne veulent pas le faire. Certaines offres culturelles, les musées, les cinémas, les théâtres, ouvrent le dimanche, bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas les médiathèques au même rang que les musées. Même si ça pose un problème, oui, bien sûr, pour ceux qui travaillent, qui sont volontaires ou pas, peut-être aussi ça entraîne des contraintes budgétaires puisqu'il faut embaucher du monde, mais on devrait considérer les médiathèques au même rang que les musées, avec l'ouverture le dimanche. C'est un avis, je ne sais pas si ça suscite un commentaire. Non, sur le principe philosophique, on est d'accord. Voilà, c'est les parcs et jardins, les musées, mais on peut même aller. Les salariés des loisirs travaillent sur les temps où les autres sont en vacances. Et là, j'ai débordé volontairement de culture à loisirs et je fais bien la part des choses entre les deux. Pour la petite histoire, j'ai été veilleur de nuit dans l'hôtellerie, toutes mes études, je vois bien de quoi il s'agit. Mais donc, par contre, oui, l'ambition culturelle, l'ambition d'émancipation humaine et collective que représente l'offre culturelle est particulièrement importante. Donc, bon, moi j'ai pris ces engagements et je pense qu'il faut les tenir parce qu'ils étaient, à mon sens, les seuls soutenables du point de vue des agents, des moyens de la collectivité et des agents qui, eux, continuent d'avoir une vie de famille, continuent de considérer qu'il faut parfois venir travailler d'un peu plus loin le dimanche. Donc nous avons compensé, hein, les heures sont récupérées double quand on travaille le dimanche à la médiathèque, puis une bonification horaire qui est pour les agents de l'ABM, puisqu'on a maintenu au dimanche après-midi 2 fois par an. On ne peut pas parler d'un énorme gain de pouvoir d'achat sur l'année, mais ça existe. Donc, voilà. Mais donc il faut évidemment tenir les deux. Mais bon, si on a un grand dessin culturel, il faut aussi un grand dessin dans le budget, les budgets culturels du ministère de la Culture, de la DRAC, des collectivités locales. Et là, on n'y est pas encore. Yann. Bonsoir, donc Yann Marot du Conseil de développement. J'ai bien remarqué les passages des populations entre les diverses communes. Je souscris à beaucoup de vos dires. Au niveau des horaires, je vois que ça fait débat. Moi, je verrais plutôt les accès. C'est-à-dire que je suis herblinois, je travaille sur Nantes-Carquefou. Donc Florence Cagrépin, qui serait donc côté Bautière, serait plutôt un accès pour moi sur la pause méridienne. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la métropole? Donc là, effectivement, la question est plus élargie. À l'accès d'un herblinois à une autre médiathèque
et quels sont les projets dans le futur, puisque les itinérants, je suis salarié effectivement, 10h, 18h, ça m'est un peu difficile, même si pour ce soir, j'ai réussi à arriver à l'heure, mais je pense aux autres. Donc vous comprendrez bien qu'effectivement, sur la pause du midi, on pourrait effectivement trouver la possibilité, non pas de revenir à Saint-Herblain, mais de se rendre à la médiathèque la plus proche de son lieu de travail. Merci. Mais ça fait partie des questions que nous nous posons. C'est aborder la question du financement et de la tarification. Pour l'instant, on parle que des bibliothèques de sa commune, donc on rigole, mais si on fait la totale des horaires, des différences de tarifs, d'accès, comme vous dites, de l'ensemble des bibliothèques de la métropole, là on arrive dans une jungle assez difficile pour se repérer. Et de ce point de vue, c'est une question qui est assez épineuse. Je vous disais, et vous le voyez tout de suite sur la carte, gratuité de Couëron sans difficulté de provenance, etc., on constate tout de suite un effet. Bon. Un effet vertueux pour les usagers. Pour la collectivité, c'est un choix qui est important. Moi, sur la question des tarifs, d'abord à Nantes, la gratuité est assez étendue. Elle concerne un usager sur 2 environ. De mémoire, c'est 48% d'usagers qui ne payent pas parce que moins de 18 ans, c'est gratuit. Un certain nombre de dispositifs, carte blanche, RSA socle, etc. Donc 48% de gratuité. Sur l'ensemble du réseau, et je relisais dans l'étude de Laurent que visiblement c'est assez... nous, à Nantes, le coût, enfin, les recettes liées aux abonnements représentent 2% du budget de la bibliothèque. Donc c'est assez faible, on peut le dire, même s'il s'agit de 150 000 € et que dans la période qu'on connaît de disette, c'est pas rien, de 150 000 €. Mais d'autre part, je crois que cette question de la part usagée, que vous devez avoir déjà traitée quand vous parlez de transport et tout ça, est tout à fait importante quand on parle de tarifs et notamment quand on parle de gratuité. Moi, je ne suis pas... la gratuité n'existe pas, tout simplement. Soit on le fait porter sur le contribuable, le financement public, et qu'on fait des choix dans des budgets pour aller vers une politique publique, pour amener, par exemple, demain, le plus grand nombre à prendre des transports gratuits pour les usagers, qui ne le seraient absolument pas, et qui serait un coût absolument important pour la collectivité, parce que j'ai plus les chiffres en tête, et ne me faites jamais confiance si je ne les ai pas sous les yeux, mais je crois que la part usagée dans les transports, c'est plus de 30% à Nantes. Là, on parle de 2%, donc c'est une question qui peut être légitimement posée. Et je crois, en effet, que si elle devait l'être, elle devrait l'être à l'échelle de l'agglomération. Voilà quelque chose qui pourrait être questionné. Mais encore une fois, c'est la question la plus douloureuse quand on s'adresse au maire ou à l'adjoint à la culture ou à la lecture que je suis dans une commune. Et c'est ce qui fait le plus peur, et ce qui fait le plus peur du point de vue collectivité à travailler. Oui. Je voudrais une précision, une question. Dans votre introduction, vous avez cité Charles Bukowski, ce qui est quand même pas si courant chez les élus. En tout cas, j'en entends pas beaucoup le citer, même si vous n'étiez pas né, je pense, quand il est passé apostrophe. Mais ce qu'il y a devant vous, la bouteille, c'est bien de l'eau, hein, c'est pas autre chose. Moi, je voudrais revenir sur la question métropolitaine, notamment sur la question, on a beaucoup parlé des horaires, etc. La lecture publique, c'est quand même un outil de lutte contre les inégalités. Enfin, je pense que pour vous, ça signifie quelque chose. Est-ce que la métropole, c'est quand même pas l'outil qui permettrait quand même de donner davantage de moyens, enfin de vraiment de franchir un cap pour aller un peu plus loin? Parce que si on est habitant de Brin, de Saint-Léger ou de Mauves, etc., on peut avoir envie d'une forme d'égalité devant la lecture publique. Est-ce que la métropole, c'est pas cet outil-là? Et s'il y a des résistances, alors je ne sais pas du tout, peut-être que là je m'avance complètement, est-ce qu'il n'y a pas des résistances aussi chez les bibliothécaires eux-mêmes dans cette histoire? Ou c'est totalement gratuit ce que je dis? Non, mais d'abord, je ne me permettrai pas de parler à leur place. Deuxièmement, ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, ils se connaissent bien.
et ils ont plutôt intérêt et à cœur de mettre en œuvre des coopérations. Hein. Ce groupe de travail est composé le groupe technique dont on parlait, de bibliothécaires qui travaillent ensemble. Après, il y a l'injonction politique qui est parfois différente. On peut en parler longtemps. La métropole peut-elle être un outil de régulation des inégalités? D'abord, on vit dans la métropole la moins inégalitaire de France et on en est plutôt heureux. Mais je crois que c'est pas une vérité en soi. Il faudrait savoir pourquoi et il faudrait définir comment et supprimer la richesse enfin, supprimer. Le mot est un peu violent. Mais imaginez demain des communes sans politique culturelle et une politique culturelle portée par un élu à l'échelle de la métropole, m'interrogerait personnellement. Même si l'intention est louable. Et donc, peut-être qu'il y a à faire en répondant à ces questions très précises, mais qui ont été encore posées dans la soirée. Peut-être que là, il faut un peu plus d'être un peu plus proactif politiquement pour poser la question de la réponse à ces questions. Est-on en capacité d'harmoniser des horaires, une carte, un tarif? Bon, je pense que c'est une question qui est très difficile et très douloureuse politiquement. Quant à savoir si le point de passage métropolitain est de fait réducteur des inégalités ou pas, moi je laisse la question très ouverte et je pense que ça nécessiterait un grand débat. On sait faire les grands débats, donc on peut vous accompagner. Non, moi j'ai une question sur aujourd'hui de votre position. Vous regardez les autres villes en France, mais peut-être même plus largement en Europe. Est-ce qu'il y a des modèles dans cette politique publique, cette politique de la lecture? Est-ce qu'il y a des villes qui sont un peu des exemples ou pas? Je ne sais pas s'il y a tout le temps rechercher des modèles, mais j'entends qu'on en vit déjà Brest et Le Havre, donc des fois il suffit de ne pas aller chercher très loin. Je parle de modèle, mais je parle de modèle par rapport aux bénéficiaires. Enfin, oui, bien sûr. J'aime bien qu'on invente ici ce qu'on fait ici, hein, qu'on ait une économie circulaire de projet, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai plus des trucs qui me font peur, en fait. J'ai un peu vu les modèles, enlevons ce mot de modèle, mais les exemples anglo-saxons, on peut aller, par exemple, à Québec, ils ont une maison de la littérature qui est absolument magnifique, énormément de moyens destinés à défendre leur exception culturelle, hein, mais il y a un enjeu qui est très fort là-bas. Et puis, il y a ce modèle anglo-saxon de gestion qui, à mon avis, ne peut pas être le nôtre parce que nos salariés, nos agents sont un peu plus protégés, bénéficient de plus de droits, et je trouve ça, moi, plutôt heureux, avec effectivement des horaires peut-être plus intéressants, mais aussi des modèles qui ne sont pas forcément les nôtres, pardon. On nous parle parfois de learning center, par exemple, c'est-à-dire une médiathèque dans certains pays, en Angleterre notamment, on a des systèmes d'aide au retour à l'emploi qui payent des heures en médiathèque, et puis on va ouvrir le livre, on se forme automatiquement. Bon, vous aurez compris que c'est pas trop mon modèle. Agoratech, ça me parle, c'est-à-dire le lieu où on peut commencer à construire sa culture individuelle et un projet citoyen en même temps, c'est-à-dire à s'insérer, à apprendre la citoyenneté, à apprendre à discuter et à débattre dès l'adolescence autour. Bon, évidemment, l'école a un rôle, etc. Mais là, on choisit d'entrer dans une médiathèque, on n'est pas forcé d'y aller. Et ça m'intéresse un peu plus. Voilà, après, il y a tellement, moi, dans toutes les villes où je vais, je rentre dans les bibliothèques, évidemment, je regarde un peu ce qui se passe. Il y a des choses très très belles qui font envie en termes de bâtiments, d'architecture, d'un tas de choses comme ça.
Et puis voilà, après, la dernière fois, je suis revenu du Québec en me disant, mais en fait, ils ont une maison des littératures. Bon, Québec, c'est une aglo de 600 000 environ, donc c'est assez comparable à Nantes. Ils sont en train de construire un magnifique équipement central qui nous fera envie, peut-être aussi. Mais il y a 4 ateliers de BD. Bah, tiens, on a fait un peu la même chose à Nantes. Il y a une résidence d'auteur. Bah, tiens, on a fait un peu la même chose à Nantes. Alors, elle n'est pas dans la bibliothèque. C'est assez marrant parce que les auteurs travaillent avec... il y a une porte qui donne dans la bibliothèque, puis il y a les horaires en disant attention, il y a l'alarme qui va sonner si vous ouvrez la porte quand il y a pas les... quand c'est pas les horaires d'ouverture. Mais donc voilà, travaillons à regarder en termes d'objectifs ce qui doivent être les nôtres, la complémentarité, l'excellence et la démocratisation sociale dans nos événements culturels, des lieux pour les créateurs et un réseau de bibliothèques municipales. Chacun peut mesurer et commenter l'ambition, mais qui est quand même assez important et dont d'ailleurs je veux rappeler qu'en termes d'amplitude horaire, on est plutôt sur la fourchette haute nationale et pas la fourchette basse. Moi, je comprends très bien les usagers, mais on a essayé de commencer d'y répondre avec ces modifications horaires qui nous disent c'est insuffisant, on aimerait plus et tout ça. J'aimerais pouvoir leur répondre de manière plus massive, mais en tout cas, ne nous imaginons pas que nous sommes dans une fourchette basse de ces amplitudes horaires. On est plutôt dans une fourchette haute. Ok, est-ce qu'il y a encore une question ou deux ou un commentaire? Oui, madame. Bonjour, Dominique Coffin. J'ai été collaboratrice technique de nombreux adjoints à la lecture. Je suis à la retraite depuis peu. Juste une précision sur la question économique. C'est-à-dire que c'est vrai que les bibliothèques sont gérées... on va dire le réseau de la bibliothèque a un budget qui est directement relié à l'adjoint à la culture. Par contre, pour ce qui est des événements, des gros événements et des subventions aux associations, ceux-ci sont discutés globalement par l'élu à la lecture, mais au sein du budget culturel global. Bon, alors c'est beaucoup moindre. On va dire que c'est un delta qui doit être de moins de 1/10 de ce qui est consacré au réseau de lecture publique. Mais cette partie financière-là est dans le budget culturel global. Donc les gros événements et les actions. Donc il reste encore un peu de transversalité qu'évoquait Suzy Garnier. Donc, Mon intervention, c'était parce que je pense que je ne vous connais pas, on ne s'est jamais rencontrés, mais je pense qu'on est sur les mêmes lignes politiques et que la lecture, c'est une pratique culturelle, bien sûr, mais c'est aussi une pratique sociale et un moyen de progresser. C'est vraiment la base. C'est pour ça que ça ne touche pas, enfin, de mon point de vue, après, c'est une conviction personnelle. Ça intéresse la culture, bien évidemment, mais pas que. La vie associative, le périscolaire, l'école. Et c'est bien que de temps en temps, il y ait une synergie. Voilà, c'était ça. Alors peut-être que je l'ai mal dit. ok, s'il n'y a plus d'autres questions, on va terminer notre séance là. Je voudrais à nouveau remercier Aymeric Ciasso de sa disponibilité, de ses convictions, de nous avoir fait partager ses convictions. Et puis on ne doute pas que le chemin... on n'est jamais dans une situation stable, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours des projets. Il y aura probablement, je ne sais pas si dans ce mandat ou plus tard, sans doute encore des évolutions, évidemment, par rapport à cette politique de la lecture. On a quelques idées encore. Non, mais je voulais à mon tour à nouveau vous remercier. Puis, puisqu'on a parlé de Bukowski, finir sur une citation de Bukowski. Parce que le problème de ce monde, c'est que les personnes intelligentes sont pleines de doutes et les plus stupides sont pleines de certitudes. Donc je pense que ces soirées-là nous aident à douter ensemble et à être plus intelligents. Donc merci à vous.